Bonjour et bienvenue à ce webinaire dédié à la thématique de la stratégie et de l'amélioration continue. Nous verrons durant ce webinaire plusieurs points, à savoir, d'abord, on définira ce qu'est la stratégie et quelles sont les composantes essentielles d'une stratégie, de manière évidemment synthétique, car il y a beaucoup de choses à dire. Ensuite, comment l'analyse stratégique permet de définir les objectifs stratégiques d'une entreprise. Puis, comment elle se décline au niveau opérationnel, autrement dit la démarche top-down. En quatrième point, comment l'information issue du terrain et l'ajustement opérationnel permettra de garder l'organisation sur les rails de la stratégie définie. Puis, en dernière partie, je vous ferai un résumé des concepts vus précédemment. La stratégie d'entreprise provient de la stratégie militaire qui a été notamment définie, qui a fait l'objet d'un ouvrage, un des ouvrages les plus vieux au monde connus, écrit par un général chinois du VIe siècle avant Jésus-Christ, Sun Tzu, qui a écrit L'art de la guerre. L'idée principale de son œuvre est que l'objectif de la guerre est de contraindre l'ennemi à abandonner la lutte, y compris sans combat, grâce à la ruse, l'espionnage, une grande mobilité et l'adaptation à la stratégie de l'adversaire. Et tous ces moyens doivent être employés afin de s'assurer une victoire au moindre coût humain, matériel. Si on compare avec nos entreprises aujourd'hui, nos entreprises ne font plus la guerre au sens de la guerre victime, quoique des fois on peut se poser certaines questions, mais là n'est pas la question. Nous voyons déjà que l'idée principale de cette œuvre de Sun Tzu correspond encore aujourd'hui à la réalité au sein des entreprises, assurer une victoire au moindre coût, notamment humain et matériel. Alors cette citation du haut, il n'y a pas de forteresse imprenable, il n'y a que des mauvais attaquants, signifie qu'il ne faut pas rechercher des causes externes à la perte de la guerre, en tout cas à la défaite, mais il faut rechercher simplement des causes internes dues à une mauvaise stratégie, voire à un mauvais stratège. Alors comment définir la stratégie en allant un peu plus loin? Wikipédia en donne la définition suivante: ensemble d'actions coordonnées, d'opérations habiles, de manœuvres en vue d'atteindre un but précis. Un but précis, une victoire, on peut faire le lien avec la définition, ou en tout cas l'idée de l'œuvre de Sun Tzu vue précédemment. La stratégie est avant tout tournée vers l'externe, avec un objectif pour chaque organisation de croissance, la recherche de parts de marché, au travers une analyse stratégique, analyse contextuelle. On peut y mettre comme mot derrière cette analyse contextuelle le PESTEL, par exemple, en termes de méthodologie. Analyse concurrentielle, comme une méthode ou un outil qui est souvent utilisé comme les 5 forces de Porter, qui amène à des décisions dites stratégiques, par exemple la diversification, l'intégration, donc qui sont des concepts que nous verrons après cette présentation, après cette définition de la stratégie. Elle repose cette stratégie sur une organisation au travers une vision de son dirigeant, une vision externe, comme on l'a vu précédemment, mais aussi une vision interne de ce que sont les compétences, les ressources, la structure de l'organisation, au travers son organigramme, ses méthodes, là où les technologies utilisées et sa culture. Et la stratégie met en musique le potentiel de l'organisation à partir de deux composantes, le management stratégique et le management opérationnel. Alors pour définir rapidement ces concepts, le management stratégique consiste à concevoir le potentiel de l'organisation dans son environnement, autrement dit concevoir la vision du marché, le potentiel de croissance, puis à le rendre vivant grâce à l'organisation sur laquelle l'organisation s'appuie, ou autrement dit créer le potentiel au sein de l'organisation pour atteindre les objectifs. Allons un peu plus loin en définissant ce que sont les domaines d'activité stratégiques. Un domaine d'activité stratégique est composé, ce qu'il y a de dire, de 3 composantes. Je fais une répétition, mais c'est vraiment le mot. 3 composantes que sont la technologie, donc c'est tous les aspects fabrication en termes de fabrication évidemment de produits et de services. Une composante client, soit des clients, un domaine client spécifique pour un produit spécifique. Et un troisième critère qui est le besoin, autrement dit le besoin du marché. Voilà, un domaine
d'activité stratégique est définie par ces 3 composantes. Alors, pourquoi parler de domaine d'activité stratégique? Parce que si on veut réaliser une analyse stratégique au niveau d'une entreprise, il va falloir en définir ces différents domaines qui sont associés à un environnement propre, à des facteurs clés spécifiques, de ces facteurs clés de succès spécifiques, des clients, des concurrents qui lui seront propres, des produits, des règles concurrentielles. Et il s'agira donc dans ce domaine de développer un avantage concurrentiel par domaine. Alors, exemple, si l'entreprise est monoactivité, elle sera constituée que d'un domaine, auquel cas l'analyse stratégique sera basée uniquement sur ce domaine spécifique. Si l'entreprise s'est diversifiée au fil du temps, elle est devenue multi-activité, il faudra réaliser une analyse stratégique, par exemple de contexte interne, externe, par domaine d'activité. Il faut savoir que 2 activités qui répondent aux mêmes besoins pour les mêmes clients, mais faisant appel à 2 technologies différentes, constituent des domaines d'activité différentes. Alors, mettons une illustration sur ce que sont ces domaines-là, par exemple en citant un cas d'école, qui est notamment Apple, qui est constitué de 6 domaines d'activité stratégique. Premier domaine constitué par le domaine du smartphone, le deuxième par le domaine de l'ordinateur personnel ou professionnel au travers le Mac, troisième domaine la tablette, quatrième l'Apple Store, et cinquième, j'avais dit sixième, il y en a 5, Apple Music. Si on se base sur un constructeur automobile, par exemple, en citant Renault, on peut le voir comme constitué, cette organisation comme constituée par 3 domaines d'activité stratégique, le domaine du low cost, le domaine du premium et moyenne gamme, et le domaine du véhicule électrique. Voilà comment illustrer la définition que j'ai donnée précédemment de ces domaines d'activité stratégique. Alors, voyons maintenant les typologies de stratégie. En fait, lorsqu'on parle de stratégie, on parle de typologie et notamment de décision. 2 typologies. D'abord, ce qu'on appelle la stratégie business. Je ne vais pas trop rentrer dans le détail parce que c'est un peu technique, qui concerne un domaine d'activité spécifique. C'est-à-dire sur un domaine d'activité, on va se diriger soit vers du low cost, soit vers une différenciation, soit vers une concentration. Dans le low cost, le but est de rechercher des économies de coûts avec une volonté de volume. La différenciation, on va se différencier par rapport à l'offre des concurrents, on va créer une distinction de produits ou de services pour créer quelque chose qui soit perçu comme unique par l'ensemble du secteur. Et puis la concentration, ça peut être une décision de se concentrer sur un groupe, un segment de gamme dans ce domaine spécifique, sur un marché géographique spécifique. La stratégie corporate concerne plutôt les multinationales ou disons les entreprises qui se sont développées dans différents domaines. Auquel cas, on peut avoir 4 typologies de décisions, à savoir l'entreprise, à un moment donné, va se spécialiser parce qu'elle est constituée, cette entreprise, de différents domaines, mais certains ne sont pas rentables, auquel cas elle va les abandonner et se spécialiser par exemple sur un seul domaine. Une autre décision peut être de se diversifier, auquel cas là c'est le contraire, on va élargir le marché et on va s'attaquer à d'autres domaines d'activité. Autre décision en termes de stratégie corporate que sont l'intégration amont-aval, c'est-à-dire qu'on va racheter nos fournisseurs, par exemple Renault qui se met à fabriquer des phares, ou on va racheter nos clients, par exemple Lafarge qui va se mettre à fabriquer des maisons préfabriquées et va devenir concurrent de ses anciens clients sur ce domaine-là. Et on a une autre décision de stratégie corporate qui concerne l'internationalisation, auquel cas on va développer nos différents domaines à l'international, tout simplement, sur un marché géographique plus étendu. Alors, avant de passer à cette partie analytique, il s'agit de savoir où l'on va et qui l'on est. C'est-à-dire, c'est ce qu'on appelle la démarche stratégique. Il s'agit ici de définir la finalité de l'entreprise au travers cette question. Quelle est notre mission? Autrement dit, quelle est la raison d'être de notre entreprise? Par exemple, ça peut être de rendre service, ça peut être de soigner des gens. Quelle est notre situation actuelle en termes de finances, de part de marché? Quel est le futur envisageable? Autrement dit, est-ce qu'on se consolide sur un marché existant? Est-ce qu'on va explorer de nouveaux marchés? Quelles sont les destinations possibles? Destinations qui sont à la fois géographiques, mais aussi en typologie de produits ou de services, voire de développement de nouveaux domaines d'activité. Quels sont les objectifs que voulons-nous atteindre de manière mesurable? Par exemple, un objectif en termes de taux de rentabilité. Quelles sont les voies possibles, nationales, internationales, et quelle est la stratégie que nous allons adopter, à savoir ce qu'on a vu avant, c'est-à-dire stratégie business, corporate, et les décisions qui en découlent.
Alors, allons un peu plus avant dans la partie analytique. Sur le schéma donc, de gauche, on retrouve ici notre fameux diagnostic stratégique à partir de l'analyse de la capacité stratégique de l'entreprise à vivre, en tout cas, à se développer sur un environnement qui serait attractif. On voit ici toutes les composantes du SWOT au travers de l'analyse interne de l'entreprise et l'analyse de son environnement. Alors, je voudrais qu'on s'arrête un petit peu sur ce SWOT de droite, puisque c'est un outil, c'est vrai, qui est assez classique, ce n'est pas le seul. D'ailleurs, on pourrait faire un webinaire spécifique aux outils d'analyse stratégique. Ici, je vous présente juste le SWOT et comment il est utilisé pour prendre des décisions et définir des objectifs au niveau d'une organisation, par exemple. Ici ont été définies, par exemple, les forces, faiblesses, opportunités, menaces. Donc, diagnostic externe et diagnostic interne est posé. Comment est-ce qu'on va se servir de ce SWOT pour prendre des décisions, orientation stratégique? Si on combine dans le cadran A nos forces et nos opportunités, on voit qu'il y a une possibilité de catalyser la croissance, de se développer, peut-être de créer de nouveaux domaines d'activité stratégique sur un nouveau marché qui présente des opportunités. On peut aussi développer de nouveaux produits. Sur le cadran B, en combinant les faiblesses et les opportunités, pour le coup, il y a des opportunités sur un marché spécifique, seulement nous avons des faiblesses en interne. Que pouvons-nous faire pour s'attaquer à ces opportunités et en fait nous développer un peu plus? C'est là où certains dirigeants peuvent prendre comme décision de créer des partenariats pour compenser les faiblesses et profiter des opportunités du marché. Le cadran C, de nombreuses menaces sur notre propre marché, mais nous avons des forces en interne. Donc, auquel cas, peut-être que nos forces vont nous permettre de mieux nous protéger, de créer des barrières à l'entrée pour contrer des entrants potentiels sur notre marché. C'est le cas, par exemple, si on développe des brevets pour protéger nos produits, nos développements. Et le cadran D, pour le coup, est relativement très défavorable puisque nous avons des faiblesses sur un marché qui nous menace. Auquel cas, quelles décisions allons-nous prendre? Est-ce qu'on se recentre? Apparemment, ce serait la stratégie adoptée. On va désinvestir, c'est-à-dire qu'on va abandonner certains domaines qui ne sont pas rentables pour réduire les menaces et faiblesses. Alors, comment se décline cette stratégie? Nous avons vu donc la définition d'abord de ce qu'est un domaine d'activité stratégique, les différentes typologies. Nous avons vu également la démarche stratégique, les questions à se poser sur une organisation pour mieux nous connaître et essayer de savoir où est-ce que l'on va. Et ensuite, nous avons réalisé une analyse donc de contexte interne-externe au travers un SWOT qui va nous permettre de prendre des décisions ou en tout cas de nous orienter. À partir de ces orientations et décisions, il va falloir nous fixer des objectifs. C'est là où rentre en compte, par exemple ici, la balance scorecard au travers ces 4 composantes, financier, client, processus interne, apprentissage et croissance. Une balance scorecard, ou en tout cas un schéma que je trouve très parlant au travers les vraies questions à se poser à partir des orientations et décisions stratégiques que nous avons prises. Un exemple, comment satisfaire les actionnaires au travers des décisions que nous avons prises, par exemple de nous développer, de créer de nouveaux domaines d'activité stratégique. Il faudra donc définir des objectifs financiers, des mesures, bien entendu, des cibles, et planifier les actions qui vont avec. Et cela au niveau des 4 cadrans que vous pouvez voir ici sur ce slide. C'est ce que j'appellerais le PDCA CODIR. PDCA CODIR, le CODIR qui définit la stratégie, les orientations et qui vont la déployer à travers le DOU. Alors justement, les déploiements peuvent se faire au travers d'une feuille de route qui sera déployée au sein des services, des départements, des directions concernées, formalisée grâce à l'ISO 9001 sous forme de processus. Donc, chaque processus devra prendre en compte les axes de la feuille de route du CODIR qui les concernent, les décliner en objectifs, identifier les risques et opportunités au regard de ces objectifs et mettre en place le plan d'action qui impactera les opérationnels. Ici, j'ai ajouté 2 PDCA, un PDCA processus, donc on rentre dans une granularité un peu plus fine de l'organisation, et ce qui en sort, donc ce sera là, notamment la revue de processus, et le PDCA opérationnel, le rajustement permanent au niveau de la production, par exemple, des opérateurs. Alors, un petit exemple, illustration au travers, par exemple, la mise en œuvre d'une stratégie low cost. Quel impact cela pourrait avoir sur une organisation?
Alors d'abord, mettre en place une stratégie low cost, les facteurs clés de succès sont les suivants. Évidemment, c'est une recherche permanente de coûts faibles, puisque les prix seront relativement faibles. Pour avoir des prix relativement faibles, il faudra produire, si possible, en masse. Utiliser des processus ou des process de fabrication simples, soit signifiant bien rodés, profiter des effets d'expérience. Autrement dit, les effets d'expérience, ce sont des réductions de coûts qui sont imputables à l'accumulation d'expérience, d'effets d'apprentissage. Nous connaissons bien nos process, ils sont bien rodés, auquel cas, par exemple, sur une chaîne de production, nos temps de traverseuse seront relativement courts. Un facteur clé de succès que sont les économies d'échelle, en fait, qui consistent à réduire le coût unitaire résultant de l'étalement donc des charges fixes sur des volumes plus importants. Plus on augmente le volume, plus on diminue nos charges fixes et plus on peut vendre à des prix bas tout en conservant une marge qui va nous permettre d'avoir un taux de rentabilité qui va permettre à l'organisation de rester pérenne. Alors ces facteurs clés de succès, quels impacts ont-ils sur l'organisation? D'abord, une définition claire des responsabilités. Assez commun, assez classique. Qui fait quoi? Une direction par objectif. J'en ai parlé tout à l'heure, la déclinaison de la feuille de route sous forme d'objectifs au niveau des processus. La partie source approvisionnement sera évidemment capitale puisqu'il faudra acheter au prix, si possible, le plus bas, mais à une qualité suffisante. Donc la partie achat sera stratégique au sein de l'organisation. Évidemment, une forte volumétrie. Qui dit forte volumétrie, avoir les capacités de production à produire en volume et bien entendu à réaliser ce qui a été planifié. Une maîtrise des non-conformités, évidemment, pour diminuer les coûts de non-conformité. N'oublions pas que nous sommes low cost, il faut absolument tenir la marge avec des prix bas. Une surveillance de ces coûts, regard des audits de contrôle de gestion, des audits comptables, financiers, et n'oublions pas les audits de qualité également. Des contrôles qualité standardisés, oui, parce qu'en fait, qui dit process de fabrication simple, dit process de fabrication standardisé et contrôle qualité standardisé. Et bien entendu, le respect des délais est capital dans ce cadre-là également. Alors évidemment, donc, ces impacts-là, on va retrouver ces impacts au niveau des processus qui devront prendre en compte ces impacts-là pour dérouler les activités du processus et répondre aux objectifs stratégiques définis par la direction. On voit bien que sur le processus achat, par exemple, on aura un objectif en termes de coût d'achat, par exemple, de matières premières. C'est un exemple pour le coup simple, mais qui me paraît pertinent à citer ici. Alors, allons un peu plus dans la granularité. J'ai gardé donc mes 3 PDCA. Le PDCA, donc dans la colonne action, normalement à la couleur du PDCA opérationnel précédent. Donc, c'est simplement ici pour illustrer, au travers des axes stratégiques, quelle typologie d'objectifs stratégiques on peut définir pour une entreprise et quelle typologie d'indicateurs peuvent correspondre. Si on prend processus interne, l'objectif étant d'améliorer l'efficience des processus, par exemple, évidemment, les indicateurs de coût, qualité, délai seront importants. Évidemment, il faudrait mettre au regard des indicateurs de coût, qualité, délai des objectifs, des cibles et mettre en face les processus concernés et au pilote de processus et à son équipe de déployer les actions pour respecter ces objectifs. Alors, en ce qui concerne le feedback et rajustement, oui, parce que précédemment, nous avons décliné dans la stratégie jusqu'à la partie opérationnelle. Mais ça ne suffit pas, car il faut qu'il y ait un chemin inverse, c'est-à-dire qu'il y ait une remontée d'informations du terrain. Que fait le terrain? Le terrain a ses propres actions. Comment dire? Les objectifs de chaque processus ont été définis et sont déclinés au niveau du terrain, par exemple, de manière matérielle, par des objectifs individuels. Les opérationnels vont évidemment faire en sorte de réajuster en permanence la production opérationnelle en cas de dysfonctionnement. C'est là où le terrain arrive, où les méthodologies de résolution de problèmes, par exemple, vont répondre à ce réajustement. Autrement dit, on va constater sur le terrain un dysfonctionnement, il va falloir l'identifier clairement, il va falloir l'analyser, analyser les causes et mettre en place les actions nécessaires pour éviter la réoccurrence du dysfonctionnement. Donc les opérationnels vont se réajuster en permanence pour rester sur les rails des objectifs qui leur ont été assignés et objectifs processus associés.
Ces remontées terrain, évidemment, vont aider le pilote du processus à y voir plus clair. Quelles sont les actions en cours? Quels sont les dysfonctionnements? Sont-ils en voie de résolution? Et puis, le pilote de processus fera un bilan donc, de son activité au travers, par exemple, des revues de processus, bilan des risques, opportunités, les objectifs sont-ils atteints, pas atteints, quel plan d'action, d'ajustement pour boucler le PDCA et pour s'améliorer en continu. Quel plan d'action allons-nous mettre en place pour rester dans les rails des objectifs définis? Alors, pardon, excusez-moi. Voilà, je vais y arriver. Objectif défini en corrélation avec la feuille de route et axe stratégique défini par la direction. Axe stratégique en lien avec évidemment les indicateurs qui ont été définis au niveau de la balance scorecard. Donc là, il y a un réajustement du terrain, le but étant de se réajuster pour rester sur les rails de la stratégie. Donc c'est là où les 3 PDCA vont contribuer à l'atteinte des objectifs stratégiques. Et c'est évidemment là où on voit que l'amélioration continue, appuyée par un guide qui est l'ISO 9001, contribue totalement en fait, à supporter la stratégie du dirigeant et même à catalyser l'atteinte des objectifs du dirigeant. Alors, en résumé, parce que de nombreux concepts ont été vus précédemment, c'est vrai que ce sujet est relativement riche. La stratégie donc est tournée vers l'externe. Elle a pour but d'explorer le potentiel externe et de l'intégrer en interne. Elle va consister dans les stratégiques d'abord à segmenter l'entreprise en unités homogènes que sont les domaines d'activité stratégiques. Par domaine d'activité stratégique devra être réalisé un diagnostic qui aboutira à des orientations stratégiques, business, corporate, comme nous l'avons vu, et à des objectifs spécifiques qui seront déclinés au niveau du terrain. Alors évidemment, l'amélioration continue arrive en support de l'organisation en place. Le fil rouge ici est de décliner les objectifs stratégiques ou qualité. Je ne fais pas la différence entre les deux, je préfère parler d'objectifs stratégiques et pour un dirigeant, c'est plus parlant. Un fil rouge que sont les objectifs stratégiques et ISO 9001. Un déploiement via la feuille de route des objectifs fixés jusqu'aux opérationnels et une remontée terrain au regard de nous mettons en œuvre le plan d'action nécessaire à l'atteinte des objectifs stratégiques, mais nous nous réajustons, nous constatons quelques dysfonctionnements qui pourraient nous écarter de notre but, mais nous faisons un point régulier et mettons en place les actions régulières pour rester sur les rails de cette stratégie. Autrement dit, nous allons gérer les écarts au niveau du terrain qui pourraient être préjudiciables à l'atteinte des objectifs. Évidemment, enfin, pour terminer, l'amélioration continue, c'est évidemment un cercle vertueux, tout le monde, on va dire, le sait, entre guillemets, mais c'est aussi une orientation stratégique à part entière. Je vous remercie et si vous avez bien entendu des commentaires ou questions suite à ce webinaire, n'hésitez pas à les poser sur notre réseau social QSE Parcours Croisé, groupe Amélioration Continue et Processus. Merci.